Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé. Aujourd'hui je suis avec Noah, on va débriefer une étape de folie. Bonjour Noah. Bonjour Boris, moi je suis hyper heureux d'être là aujourd'hui, débriefer cette étape historique littéralement, c'est parti. Oui en effet Noah, ça a été quand même un peu la folie à tous les niveaux pour la victoire d'étape, pour les favoris, la formation d'échappée. Vraiment on a vraiment vu de tout. On aurait vraiment presque pu croire que c'était un Paris-Roubaix ou une classique. Ben, le parcours était un peu un parcours de classique et je pense qu'on en a eu pour notre argent parce qu'on a eu une classique. En tout cas il y a eu de la bagarre du début à la fin, à beaucoup d'échelons. On a vu, comme tu l'as dit, les gars du général se foutre un peu la bagarre, être bien placés, se battre pour le placement. Les gars qui voulaient absolument la victoire, les sprinteurs, enfin certains sprinteurs essayaient de passer ou essayaient de se battre. Les punchers à la fête qui s'étaient surexcités. On a vu beaucoup de gens partir un peu à contre-temps parce que l'échappée n'est pas partie directement. On a pris quand même pas mal de kilomètres pour la faire parce qu'il y en avait partout. Après 10 kilomètres, c'était déjà bordel. On a vu un Mathieu Van Der Poel hyper attentif qui saute un petit peu sur tout au début. Et pas que, on a vu beaucoup de coureurs. Et puis l'échappée s'est formée seulement 5 km avant le premier secteur de chemin blanc. Et puis, en fait, c'était la bonne échappée. Et l'objectif du jour était quasi d'aller la rechercher, en fait. Ouais, tout à fait. On a vu, comme tu dis, des coureurs à contre-temps. Tactiquement, il y a plein de choses à dire aujourd'hui. On va peut-être parler directement des favoris. On a eu des moments des favoris qui sont lâchés, comme par exemple Primoz Roglic, bien aidé par son équipe qui finalement a fait un gros travail pour le ramener. On a vu un Jonas Vingegaard secouru au niveau de la mécanique aussi, avec le vélo de Tratnik. Il a quand même roulé quasi toute l'étape, voire toute l'étape après. Et puis on voit une équipe UAE, fin de course, encore avec 8 coureurs dans le peloton. Ouais, super impressionnant. Pour revenir un peu sur Roglic, c'est vrai que je pense qu'il peut être content du résultat à la fin, parce qu'à plusieurs reprises, ça aurait pu passer à la trappe. Je pense qu'il y avait quand même un peu le feu dans l'équipe Red Bull Bora, parce qu'on a même vu à un moment donné, la première fois qu'il est lâché, après le secteur 13, donc le deuxième secteur où il y a vraiment un gros raidillon au départ avec des nouveaux graviers donc qui n'étaient pas tassés. Et je pense que rien qu'être placé après la 20e place, c'est déjà le bazar, ce qui était le cas pour Roglic. Et il a dû rouler en personne après ses coéquipiers, les quelques centaines de mètres qui restaient pour revenir. Donc c'était un peu chaud. Puis c'est vrai qu'on a vu ce qu'on pourrait appeler les trois grands de ce tour-ci, j'ai envie de dire, en excluant un peu Roglic, mettre le feu tout le temps. Moi j'étais impressionné par le fait qu'UAE soit entre guillemets aussi forte, même s'ils ont une équipe de montagne. Et surtout par la Jumbo qu'on disait un petit peu reconstituée, à la porte qu'on n'a pas encore vu cette année dans une bonne forme et qui montre là qu'il est très fort. Jorgensen évidemment présent, Van Aert qui a quand même bien aidé, je trouve, l'équipe et Vingegaard en revenant tout le temps et en roulant jusque dans les derniers kilomètres. Ça fait plaisir, mais c'est vrai que les équipes, heureusement, aux deux leaders qu'ils avaient ces équipes-là, parce que quand ça attaque de loin, Pogacar essayait un petit peu dans une descente, puis Remco a mis quand même une magnifique attaque. Si ça part et que c'est homme contre homme, c'est plus la même histoire. D'ailleurs, tu parles des équipes. À un moment donné, ils se sont retrouvés à 3 devant. On a eu une belle image d'ailleurs, hein, le maillot jaune, le maillot blanc et Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant du Tour de France. Vingegaard a décidé de ne pas relayer. On aurait pu avoir le podium du Tour de France à ce moment-là qui se dégageait. Il ne pouvait peut-être pas gagner la course, mais en tout cas, il pouvait écarter pas mal de concurrents. Qu'est-ce que tu as trouvé à ce moment-là? Est-ce que tu trouves normal pour toi que Vingegaard n'a pas relayé? Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Il y a même beaucoup de coureurs, dont Remco notamment, qui ont critiqué un petit peu ça après l'arrivée. Moi, je suis pas 100% d'accord parce que déjà, c'est les coureurs qui font la course. Euh, Si on est simplement défenseur du coureur, on peut dire oui, mais peut-être qu'il pouvait pas. Ça, c'est pas à nous de le savoir, même si je pense qu'à certains moments, il aurait pu passer un relais. Maintenant, comme tu l'as très bien dit en début d'émission, il n'était pas avec son vélo. Et je trouve que même, imaginons que ce soit la même position, rien que dans la tête, être avec un vélo qui n'est pas le sien, peut-être que il avait pris son compteur dans la poche, on n'en sait rien ou pas, mais et même si apparemment il y aurait 3 mm de différence, parce qu'à ce niveau-là c'est énorme. Enfin, surtout sur 150 km après que ça va continuer parce que enfin, c'est 150 km et pas enfin, on parle pas d'une étape plate qui va arriver au sprint. C'est vraiment des efforts constants. Donc ouais, c'est quand même un gros changement pour ces coureurs-là. Ouais, puis j'ai entendu aussi beaucoup de gens dire
pour défendre Vingegaard, enfin beaucoup, pas beaucoup justement, mais qu'il avait des gars derrière, mais en dehors d'avoir des gars derrière qui peuvent rouler pour lui, s'il y a un deuxième problème de vélo et qu'il est devant, bah, il perd du temps sur les deux autres, tandis que s'il y a un problème derrière, il a des coéquipiers qui sont là avec lui, que ce soit pour rouler, pour éventuellement un vélo, une roue, donc sur une étape comme ça, je pense qu'il a pensé à ça, et il a répondu de la manière qu'il a répondu, je trouve assez correct, il a répondu, c'est pas que je manquais de couilles entre guillemets parce que ça avait été la critique de Remco, mais voilà, c'est une tactique de course et c'est de l'intelligence de course et je pense qu'il a totalement tort. Non, il a très très bien fait, même pour moi, parce qu'après, par la suite, on voit là, à ce moment-là, il reste encore pas mal de moments, de temps dans la course, et puis plus tard, il se fait distancer par Pogacar finalement, et c'est grâce à son équipe qui revient, alors que s'il se retrouvait sans équipe, comment est-ce qu'on aurait pu retrouver Jonas Vingegaard? Alors pour moi, il aurait pu écarter et jouer le podium. C'est une chose, mais je pense pas que l'équipe Visma Leasebike vient pour faire un podium, ils viennent pour gagner. Et comment gagner? C'est avec une équipe monstrueuse. En tout cas sur ce terrain-là, on a pu voir que c'est la meilleure équipe de classique avec UAE, parce que l'air de rien, UAE a quand même gardé toutes ses cartes. On aurait pu voir des sacrifices et autres, comme disait Hugo, avoir 3 cours dans le top 10, difficile. Finalement, plus on avance, plus on se rapproche d'un terrain favorable à une équipe UAE en montagne pour avoir 2, 3, 4 coureurs. Et franchement, quand je vois Ayuso et Almeida, ils m'impressionnent. Mais pour revenir à Vingegaard, je pense vraiment que c'était la meilleure chose à faire, parce qu'avoir un bodyguard comme Laporte, Jorgensen ou Wout van Aert qui a fait une étape monstrueuse, je trouve que c'était en tout cas le très très bon choix. Ouais, c'est sûr. Pour rester sur les favoris, j'aimerais quand même qu'on parle de Remco parce qu'on vient de parler de deux gars, Pogacar et Vingegaard, qui avaient des équipes monstrueuses. Bah, je pense que c'est important de parler de Remco qui a su tenir tête même mieux que ça parce que il les a attaqués, alors que il avait en tout cas pas d'équipe ou une équipe beaucoup moins forte. On a vu un Vervac revenir un peu sur la fin, le protéger, mais voilà, c'est pas la qualité d'être Jumbo ou quoi. Un Landa qui, pas du tout sur son terrain, est quand même resté lui le seul tout le temps à côté de Remco. Enfin, en tout cas, il était dans le groupe et à l'avant, donc ça c'est bien. Mais voilà, même si l'équipe de Quickstep a évolué en montagne avec ses différents transferts, sur une course comme Ouais. ça, ils n'avaient pas les moyens de rivaliser. Et Remco, moi, m'a vraiment impressionné. À la fin, il était un petit peu cuit, mais il roulait, il continuait. Il n'a pas demandé un seul relais pour revenir devant. Il savait qu'on lui donnerait pas. Il n'y a pas beaucoup de coureurs, je pense, qui sont capables, à son âge, de faire ça, d'avoir attaqué, etc., de rouler sans poser une seule question. Alors que, par exemple, pour moi, les Ineos, enfin, moi, à sa place, j'aurais demandé à Ineos de rouler, par exemple, en tout cas avec moi. Mais respect, et ça fait du bien de le voir comme ça. Et il est qu'à 33 secondes de Pogacar, donc on ne Ouais. sait jamais. Tout à fait. Et puis après, quand tu regardes, l'équipe n'a pas été présente tout au long de la course, mais dans les moments cruciaux, ils étaient là. Landa était là après sa chute parce qu'il est tombé, Mhm. Remco. Quand Roglic a été piégé, un des premiers à rouler, ça a été Moscon. D'ailleurs, pour moi, c'était une petite erreur stratégique, mais ça, on peut en rediscuter longuement parce que je pense vraiment qu'il est plus important sur ce genre d'étape d'avoir encore un équipier sur la longueur que de faire rouler. Ça, c'est ma vision des choses. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, Landa l'a repositionné dans la course à plusieurs reprises. Landa, la deuxième carte pour le classement général, est toujours là. On va pouvoir jouer sur plusieurs tableaux dans l'équipe Quickstep. Et au final, Remco, malgré sa chute, malgré une journée difficile et avec beaucoup d'émotions, se retrouve à 33 secondes au général, comme tu le dis, de Pogacar. Conforte son maillot blanc, il garde son maillot blanc et il n'a pas de menace derrière lui. Donc pour moi, c'est une journée très très réussie de la part de Remco, même si c'est dommage au final d'avoir eu tous ces moments forts et se retrouver avec le même temps que tous les autres favoris. Enfin voilà, après je pense que Pogacar et Vingegaard, il n'aurait pas pu aller chercher du temps. Pour s'assurer, l'objectif n'est peut-être pas le même pour Remco. Je pense que le podium est l'objectif réel de Remco et pas la victoire. Mais c'est bien de le voir courir comme ça après panache, après quasi 10 jours de course, parce que pour les prochaines étapes, comme je dis, on ne sait jamais. Je dis pas qu'il sera en jaune à Nice, mais en tout cas, ça veut dire qu'il va peut-être encore courir avec du panache. Maintenant, on verra comment ça se passe. Je pense que, évidemment, je suis d'accord avec toi, je pense que son objectif est le podium. Et aussi le maillot blanc, mais ça en découle, surtout le podium. Et je pense qu'il, en tout cas pour le moment, ce qu'il montre, il en est totalement capable. Je pense qu'il est dans les trois plus forts. On n'arrête pas de les citer. Maintenant, on sait qu'il a souvent un jour sans.
Maintenant, on verra bien comment il va gérer ça, mais ça fait du bien de le voir rouler comme ça. Et je pense, pour revenir un peu, que tu disais que l'étape, enfin, finalement, il n'y avait pas d'écart à la fin de l'étape. C'est quand même, on aurait mis l'étape dans l'autre sens, les chemins dans l'autre sens, parce que c'est pas la même mélodie, parce que la majorité des premiers chemins étaient en même temps avec une bosse. Et c'est là qu'il y a eu des écarts, c'est là qu'il y a eu des coups d'éclat. Puis tout revient un peu dans l'ordre parce qu'il y a eu beaucoup de groupes qui ont lâché. Donc on est sur les favoris, il y a des gars comme on a parlé, Roglic, mais même un Gal qui a perdu aussi beaucoup de temps au début. Simon Yates, Ouais, ouais. c'était vraiment chantier au début. Et si on avait eu des chemins blancs comme ça sur la fin, je pense que avec déjà une dizaine de chemins blancs avant, c'était un autre chantier. Ouais, tout à fait. Et puis après, quand tu regardes, ben, il y a certains qui finissent rincés parce que les relances vent côté, vent face, vent de côté, vent de dos, vent de côté, il y en a beaucoup qui ont souffert, dont Félix Gall. Peut-être pour moi, c'est celui qui a le plus souffert. Grosse chute aussi de Alexander Vlasov. D'ailleurs, pour moi, c'était très limite au niveau du protocole pour remonter sur le vélo parce que il était vraiment Il est forcené. sonné, ouais. Finalement, il perd pas de temps. Petite question pour toi. Euh, L'équipe UAE se retrouve avec maintenant 4 coureurs dans les 12 premiers. Est-ce que, selon toi, la stratégie doit être tout pour Pogachar ou il devrait peut-être essayer d'anticiper, d'attaquer et de faire travailler justement ces équipes Visma, cette équipe Quickstep qui est peut-être un peu moins forte que et plutôt les attaquer sur différents cols, sur différents chemins, on va dire, avec un Almeida, avec un Ayuso qui sont finalement pas si loin d'un Pogacar ou même Remco ou Jonas Vingegaard. C'est compliqué parce que prendre des risques, c'est parfois prendre des risques aussi de tout perdre. Maintenant, c'est vrai que l'équipe est tellement forte. Ils ont passé, comme on l'a dit, peut-être les plus grosses difficultés pour eux. Maintenant, je pense que l'objectif premier doit rester tout pour Pogacar parce que voilà, 33 secondes sur le premier rival, c'est pas énorme. Maintenant, je pense qu'ils ont l'équipe assez forte pour peut-être garder deux gars vraiment pas très loin, si possible finir en montagne avec les premiers. Maintenant, c'est à voir si la prochaine grosse étape de montagne, Pogacar met 4 minutes à tout le monde ou même 2 minutes 30. Là, on va pouvoir peut-être commencer à jouer et essayer de voir avec les deux trois autres gars s'ils sont toujours bien placés, ce qui serait l'idéal pour eux. Maintenant, je pense que l'objectif, c'est que Pogacar creuse un maximum pendant la deuxième et troisième semaine avant le chrono. Parce que ça ne sera pas le cas, je le sais, mais s'il y a 33 secondes le jour du dernier chrono, on connaît Pogacar en chrono, mais Remco Evenepoel déchaîné s'il n'y a pas beaucoup. Je pense que ce ne sera pas le cas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres étapes avant et beaucoup de grosses difficultés. Mais voilà, le fait qu'on ne gagne pas le tour à la 20e étape et à la 21e, qui se vérifie beaucoup plus cette année, vu que le dernier jour c'est un chrono, il faudrait rester concentré jusqu'au bout et on n'aura pas de jour tranquille le dernier jour. Donc je pense que pour le moment, tout pour Pogacar. Et s'ils savent jouer sur plusieurs tableaux, ben, tant mieux. Est-ce que, dernière question avant de passer peut-être aux autres coureurs de cette étape et rementionner peut-être le déroulement pour la victoire d'étape, est-ce que tu trouves que ce sera le podium sur les Champs-Élysées? Enfin, sur, pas à Nice du coup. Honnêtement, je pense que sauf chute ou ennui ou abandon, je pense que oui. Parce Ok. que j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle différence, et même dans la dynamique d'attaquer, etc. On a vu que Roglic, une fois qu'il avait lâché, bah, il était un petit peu un bloc, plusieurs fois c'est arrivé. C'était pour moi lui qui aurait pu inquiéter le plus les plus forts, en tout cas Pogacar et Vingegaard. Et je pense qu'il faut surtout se méfier énormément de Vingegaard, parce que je pense qu'il monte en puissance et qu'il va être de plus en plus fort. Donc beaucoup le voyaient comme un outsider, même si c'est le tenant du titre, mais parce que à cause de sa chute, bah, je pense qu'il a déjà fermé pas mal de bouches et il est toujours là, même s'il a perdu du temps dans les premiers cols, donc on verra. Mais se méfier, pour moi, c'est le podium. Et pour toi? Ouais, moi je me rends compte quand même que Carlos Rodriguez, au fur et à mesure de la semaine, a progressé. Je l'ai trouvé de plus en plus proche. Il a limité la casse sur des chemins blancs où je pense pas que ce soit sa vraiment grosse spécialité. Par rapport à Bernal, il a pris vraiment le leadership sur l'équipe. Pitcock n'est plus là, Thomas n'est plus là. Donc au final, bah, l'équipe est tout autour de lui. D'ailleurs, voilà, je pense que même s'il devait y en avoir deux, ils sont vraiment très très forts. Et lui, on le sait, en troisième semaine, il ne fait que se bonifier. Donc attention. Roglic au final
apparu vraiment en grosse difficulté. Je trouve qu'il a quand même pas perdu tant de temps que ça finalement à la fin de 10 jours de course presque. Voilà, je pense que il est dans les clous et donc du coup, moi je me poserai quand même la question parce que ni Remco, ni Tadej, ni Jonas n'ont droit à un jour sans. Sachant que bah, derrière les gens ils ont les crocs et je pense qu'il va encore avoir 5-6 coureurs avec peut-être les deux UAE qui peuvent se battre pour le podium. Et connaissant l'équipe UAE, ils vont surtout pas brider les coureurs parce que je pense qu'ils veulent vraiment aller chercher la plus haute place possible avec chaque coureur. Donc voilà. Noah, l'échappée va au bout. On a vu une formation d'échappée qui a été très longue, enfin pas très longue mais très intense en tout cas. On a eu, une fois que l'échappée s'est retrouvée devant, on a eu encore deux groupes qui sont rentrés, un avec Aramburu et un avec Pidcock et Illy. Ça a été quand même très très dur par exemple pour Aramburu qui finalement il y avait deux de ses équipiers devant qui roulaient en tête. Est-ce que tu penses, parce qu'on a vu quand même pas mal de quiproquos, qu'il y a eu un problème d'oreillette dans cette partie-là de la course parce que Movistar roulait en tête alors que Aramburu rentre. Maxime Van Giel qui était devant roulait alors que Arnaud Delis est juste derrière. Et puis même, on peut se poser sa question là parce que Paules participait aussi au relais alors que Benili était juste derrière. Est-ce que tu penses que c'est une possibilité ou tout simplement on leur a dit les gars foncez? J'ai l'impression qu'il y a un problème d'oreillette de temps en temps chez certaines équipes. Movistar, ça nous surprend plus. Mais c'est vrai que depuis quelques jours, l'équipe IF fait un petit peu n'importe quoi. Enfin, en tout cas, joue des belles cartes dans des situations parfois bien et fait des choix un peu difficiles, comme le jour avant où ils avaient deux gars devant et où il y a deux gars qui reroulent derrière et qui relancent, puis qui se relèvent et finalement l'équipe roule. Donc très bizarre, finalement les deux gars de devant qui se relèvent ensemble. Enfin, vraiment tactique un peu difficile à comprendre. Puis là, Paules qui roule devant, finalement se laisse décrocher. C'était quand même fort risqué. Bon voilà, Je trouve que ça par contre c'est un choix payant ça. Par Ben, contre, ça a été fait rapidement et je pense que les trois coureurs, je pense que Pidcock était bien content de les avoir, ouais. les deux IF, et les trois sont mis à bloc. Et ben, finalement, sur toute l'étape, il y a beaucoup de groupes qui ont essayé de rentrer, après celui d'Aramburu, et les seuls qui ont réussi, c'est Pidcock et Benili, grâce, oui, à Paules qui est venu les aider, mais je pense qu'ils seraient peut-être rentrés à deux. Tout juste. Je Tout pense juste, qu'ils hein, seraient c'est peut-être vraiment... rentrés à deux. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient deux et que ça tournait. En fait, devant, c'était des gars super forts. Tout le monde se donnait parce que on a vu en début d'étape, enfin en début d'étape, il y avait déjà pas mal de kilomètres passés, mais comme on l'a dit, Arnaud Delis, Kung, derrière, il y avait un beau groupe. Il y avait deux FDJ avec Clément Rousseau qui était là avec Kung. Bardet dans les montées, Magnus Skort aussi qui était dans le groupe si je me trompe Ouais, pas. Donc vraiment intense. Comment est-ce que... Allez, quand on voit la qualité aussi des coureurs devant, on peut se dire que des Lascano, des Romo qui étaient très très forts. On a vu Anthony Turgis, Stuyven qui pour moi était l'homme de la course. avec G, très très fort aussi. Hein. Jenny Vermeersch aussi. Quand on regarde, on en manque sûrement, mais c'est quand même des monstres à rouler et qui sont connus pour être des roule toujours, comme j'appelle ça. Et finalement, à 6 contre peut-être une dizaine devant, ça a été un peu trop compliqué pour Arnaud Delis. Et qui là, a fait quand même des efforts monstrueux. Et malheureusement, je pense qu'il aurait... Pour moi, il a couru un peu à contre-temps. Ouais, je pense qu'il a totalement couru à contre-temps. Maintenant, il a quand même prouvé qu'il était fort parce que quand il n'y a pas eu d'échappée le matin, il était quasi dans tous les coups. Il relançait, il roulait lui-même, alors que ça partait pas. C'est surtout là qu'il utilisait beaucoup d'énergie. Surtout qu'en ce début d'étape, il y avait beaucoup de bosses. Et je pense que sur toutes les bosses, il en a fait pas mal à bloc. Ou en tout cas en chasse-patate ou en essayant de faire un groupe. Donc je pense que voilà, il a quand même eu l'intelligence de course, même s'il était un peu à bloc, de se relever quand il a vu que le groupe, ça n'allait pas se Un faire. peu tard pour moi. Oui, pour moi aussi, maintenant, on peut dire pareil pour les autres qui ont Ouais, encore mais roulé pour tous, ouais. 30 km peut-être avant de se faire reprendre. Mais voilà, je pense que Arnaud, j'espère qu'il va en claquer une sur ce tour-ci. Ouais, mais on en reparlera un peu plus tard parce que je pense que c'est pas la première. Enfin, Ouais. en fait, je pense qu'il est tellement fort Mhm. qu'il fait des erreurs de force en fait, de personne qui est trop fort. Mais on en reparlera peut-être un peu dans son sprint également Mhm. d'avant-hier. Euh,
L'échappée donc tourne, n'a jamais vraiment pris le champ libre parce qu'on n'a jamais eu beaucoup d'avance. Hein. À chaque fois, le peloton roulait très très fort pour les entrées de secteur. Et puis là, on voit des coureurs, à la grande surprise pour moi, Zingley qui pète, on voit Gianni Vermeersch qui pète aussi, on voit Loscano qui a une crevaison, on voit le groupe devant se rétrécit. Et là, on se dit quand même, enfin moi personnellement, peut-être que le peloton peut encore rentrer, sachant qu'il y a encore des coureurs forts derrière, comme Mathieu Van Der Poel, Binyam Girmay, qui est vraiment sur une autre planète pour l'instant. Je me dis quand même, il y a encore la possibilité. Des Abramsen, des Kort. Et ben, surtout que quand on en a déjà parlé, mais juste pour revenir sur ce moment-là, quand Remco attaque et que les trois se retrouvent devant, Pogacar et Vingegaard avec Remco se retrouvent à 3, ben, ils reviennent sur l'échappée. Exact. Et j'avais l'impression d'avoir des lunettes 3D et de voir deux films en même temps et qui ne se sont pas croisés parce qu'ils les ont dépassés. Et puis ils se sont relevés et les échappés ont vraiment vu le maillot jaune, le maillot blanc et le tenant du titre du Tour de France revenir sur eux puis se relever 2 kilomètres après. Donc ça veut dire que le peloton n'était pas loin parce qu'ils sont revenus en quelques kilomètres. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait peut-être une vingtaine de secondes ou une trentaine de secondes entre le peloton, la tête du peloton et les échappés. Donc c'est vraiment revenu super proche. Et puis, comme tu l'as dit, on a vu des coureurs forts ressortir avec un groupe avec Mathieu Van Der Poel, Michael Matthews, qui sont ressortis derrière à 6 aussi et qui n'ont jamais pu revenir, ni même revenir à 15-20 secondes dans les moments difficiles. Et personne n'a su sortir de ce groupe-là et faire la jonction. L'erreur pour moi de Mathieu Van Der Poel a été de ne pas accompagner à ce moment-là, mais est-ce qu'il en était capable? Ça c'est la question parce que je pense sincèrement qu'un tout grand Mathieu Van Der Poel, un Mathieu Van Der Poel de classique, aurait pu faire le bon quand ils se sont retrouvés à une vingtaine, trentaine de secondes sur des chemins blancs, alors que malheureusement il n'a pas fait. Je pense qu'il était tout simplement court. Et surtout que devant, on avait vraiment une force de présence, une force de frappe impressionnante. Une fois qu'on se retrouve dans la finale, et là dans la finale on s'est retrouvé avec donc 3 groupes. On a eu le groupe de 1 avec tout simplement les vainqueurs. Et là Stuyven a anticipé plus ou moins une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Pour moi c'était le moment. Pour moi c'était le moment où il fallait absolument sortir. Il était fort, battu au sprint je pense. Il va vite mais quand même dans ce cas-là, je pense qu'il aurait été battu. Et il a fait face à un groupe complètement organisé contre lui. C'est rare, quand j'ai regardé la course, je me suis dit c'est pas possible, on n'a pas de chance, la Belgique ne peut pas gagner une étape. À chaque fois qu'il y a un mec qui gagne et que j'ai envie que ce soit un des gars derrière qui revienne, ça roule pas. Et quand j'ai envie que le gars aille au bout, ça roule. Mais non, mais pour être sérieux, il a fait une attaque, c'était le bon moment. Il était dernier du groupe. Il y a eu une attaque très difficile de G, je crois, ou de Lutsenko. Lutsenko, et c'est G qui va chercher. Ouais, donc il y a eu une grosse attaque. Tout le monde était un petit peu à bloc, ça s'attaquait. Ça avait commencé depuis 1 kilomètre ou 2 à un peu se regarder. Et c'était à ce moment-là, il était derrière, il avait justement quelques mètres. C'était un peu faux plat descendant, il pouvait attaquer. Il a un peu hésité au début. Je pensais qu'il allait le faire direct. Il a hésité quelques mètres, puis il l'a fait. C'était le bon moment, une belle attaque, de la puissance. Et en général, j'ai l'impression que Stuyven, s'il fait ça, c'est peut-être à des gars qu'on peut dire on le revoit pas. Maintenant, je pense que la course a été extrêmement dure et que même si il était peut-être un des plus forts ou le plus fort devant, parce que derrière, ça s'est quand même fameusement relayé. Et je pense que Lutsenko, Pidcock ont fait beaucoup G. pour revenir et G pour revenir. Mais voilà, je suis déçu pour Stuyven qui se fait reprendre à 900 mètres de l'arrivée, 24e fois dans le top 10 au Tour de France. Incroyable. Lui aussi, il mériterait d'en gagner une belle, en Ouais. tout cas sur le Tour. Et puis après, finalement, une victoire française avec Anthony Turgis qui a quand même prouvé dans sa carrière qu'il était fort. 4e du Tour de Flandre, 2e à travers la Flandre. Il a toujours été fort présent dans ce genre de course, de classique. Et finalement, il la claque en battant au sprint Pidcock, G, Illy et tous les autres. Franchement, le sprint parfait et la course parfaite de sa part, puisque au final, il a peut-être un peu moins été chercher les coureurs pendant que Stuyven était devant. Je trouve que il a couru de manière parfaite.
Donc voilà, moi je pense que c'est un très beau vainqueur. Et je ne sais pas si tu veux encore rajouter un mot sur Anthony Turgis qui, quand même, depuis des années, est présent au tout haut niveau. Ouais, mais t'as tout dit. Je pense qu'il le mérite. Je pense qu'il le mérite amplement. Puis c'est bien pour l'équipe de Jean-René Berdodo qui a pu gagner sur le Tour depuis 2017. Et voilà, ça fait du bien aussi de revoir Anthony Turgis, quand même à un gros niveau. Il y a quelques années sur les Flandriennes, c'était quasi le premier du reste du monde, hein, derrière les Van Der Poel, Van Aert, Pogacar et autres spécialistes. Voilà, quatrième du Tour des Flandres. Je pense que quand il fait quatrième, il le mérite et c'est pas un coup de chance. Il a beaucoup été là dans les Flandriennes depuis des années. Là, j'ai l'impression qu'on l'a un peu moins vu. Un peu Euh, malchance quand même ces dernières ouais. années, je trouve. Ouais. Et donc, bah voilà, mérité. Ouais. Derrière, Binyam Girmay fait encore une très belle place. Je pense septième, je pense, C'est 7 ou ça. huitième. Ce qui En fait huitième. huitième, ce qui fait qu'il fait un gros break sur Philipsen au niveau des points pour le classement du maillot vert. Parlant de Binyam Girmay, on peut peut-être revenir sur l'étape un peu moins intéressante sur la longueur du jour avant, mais par contre, on a eu une arrivée explosive avec une arrivée en faux plat montant, gagnée par Binyam Girmay. Ouais, Girmay qui gagne la deuxième étape sur le Tour en 9 jours, la deuxième étape sur le Tour de l'histoire de Wanty, la deuxième étape sur le Tour de l'histoire de son pays. Bref, beaucoup de records, c'est génial. Alors qu'on aura des championnats du monde chez lui l'année prochaine. Ça fait du bien de En Afrique, hein, retrouver. c'est pas en Ouais, Érythrée, mais c'est en Afrique. en Ouais. Afrique. Et ça fait du bien de voir un gars comme ça revenir un peu au bon niveau qu'il a eu. Il a déjà gagné sur le Giro. Donc voilà, il a déjà gagné sur deux grands tours. Il en reste plus qu'un. Et je pense que pour le maillot vert, va falloir vraiment aller chercher. Parce que quand on voit comme il est costaud sur une étape difficile, 2400 mètres de dénivelé, que c'était l'étape des chemins blancs quand même. Donc je pense que pour moi, le maillot vert est quasi acquis. Surtout qu'on va Neuvième avoir pas étape. mal de courses très difficiles. Lui peut aussi se glisser très facilement, enfin très facilement. Je parle avec des pincettes parce que il peut passer quand même plus facilement que certains les boss. Voilà, moi j'ai vraiment confiance en lui, surtout qu'il me semble vraiment explosif et vraiment fort sur ce genre de sprint. Pour moi, il n'y a qu'un coureur qui actuellement peut être plus fort que lui sur ce genre de sprint, c'est Arnaud Delis. Et là, par contre, on en discutait un petit peu hors caméra. Il a, pour moi, fait une erreur au niveau du sprint, puisqu'il y avait quand même des échappatoires. Il a peut-être voulu jouer jusqu'au dernier moment pour prendre l'aspiration. Finalement, ça lui a joué des tours. Oui, moi ce que je pense en fait d'Arnaud depuis le début du tour, je le trouve extrêmement fort, Très fort. très très puissant, surtout que de temps en temps il doit quand même se débrouiller seul dans les derniers mètres. Pour moi, ça n'a pas joué ça dans l'étape d'avant-hier. Euh, Maintenant, je pense que même si il ne s'en rend pas compte, premier Tour de France, jeune, la possibilité de gagner une étape dans un Avec le maillot de sprint, champion de faut Belgique en plus, c'est une ouais. pression supplémentaire. Les caméras sont tout le temps sur lui. Les commentateurs chez nous en Belgique, on parle que de Arnaud Delis. Des fois, je pense que ça doit ramener une pression énorme. Lui, Remco, à deux niveaux différents, mais à un moment donné, ils doivent en avoir ras les chaussettes. Ouais, puis voilà, Remco, quand il attaque dans la montagne, il a une seconde pour faire un choix. Arnaud, quand dans un sprint, il va à droite ou à gauche, il a 0,0001 seconde pour faire un choix. Et tout ça fait que, premier Tour de France, toute cette pression, puis même cette excitation, je pense que ça lui fait parfois prendre les mauvais choix. Et voilà, par exemple, dans le sprint d'avant-hier, moi je pense qu'il aurait peut-être pu, sans faire vraiment une vague ou quoi, contourner, aller par la gauche, en tout cas prendre un autre choix. Non, voilà, on est dans un Ouais, c'est sprint, facile à encore une dire, fois, ouais, tout à fait. c'est super compliqué. Il vient chercher encore une magnifique troisième place. Mais pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on voit qu'il est super puissant et que malgré l'aspiration, on a l'impression qu'il peut passer 5 km/h plus vite que les autres, en tout cas que certains, et de claquer. Donc c'est vrai que ça doit être un peu frustrant quand même au bout. Surtout, je pense que c'est aussi pour ça qu'il avait les crocs sur l'étape du lendemain et qui a été excité directement parce qu'il s'est dit qu'il sera peut-être moins un sprint avec moins de gars. Enfin bref, mais je Ouais. pense que c'est ça.
Tout à fait. Et puis après, quand tu regardes sur ce sprint, c'est un sprint d'hommes fort et on le voit puisque dans le classement, pas mal de coureurs qui étaient dans le classement se sont retrouvés le lendemain, donc le jour des étapes de route blanche, animateurs. Quand on regarde, Remco fait 10e de cette étape, sans vraiment le vouloir, mais plus une question de placement et pas vouloir perdre, prendre des cassures. Il était très fort sur le jour le lendemain. Puis Aramburu, qui fait 7e, si je me trompe, oui, 9e, qui va le lendemain être un acteur majeur. On voit aussi Anthony Turgis, 7e du coup, qui lui gagne l'étape. Et puis on voit aussi, par exemple, un coureur comme Ackermann, qui finalement est le coureur qui gagne le sprint du peloton derrière les échappés. Donc c'est quand même un signe de forme. Girmay aussi, finalement, quand on regarde. Le seul qui, pour moi, m'inquiète un peu, c'est vraiment Philipsen, parce que non seulement lui me semble peut-être moins juteux que l'année passée, mais c'est surtout son équipe qui est un petit peu désorganisée, avec Craig Anderson qui sprint totalement à droite à côté du peloton, Van Der Poel qui n'est pas là pour l'emmener dans le final. Donc moi, c'est les seules craintes que j'ai. Maintenant, je pense que tout au long du tour, il pourra encore aller quand même un peu chercher une victoire peut-être. Attention, si dans la début de dernière semaine, il n'a plus de possibilité de gagner le maillot vert et de gagner une étape, attention à ce qu'il n'arrête le tour. Et ouais, Philipsen et son train avec Van Der Poel et autres qui vont moins bien que l'année passée, visiblement. Tu penses que tellement ils étaient forts et impressionnants les dernières années, tu penses qu'ils ont peut-être pris un peu ça à la légère ou un peu comme acquis quelle est la raison en fait? Pour moi, le niveau des trains cette année est extrêmement fort. Je trouve que quand tu regardes des mecs comme Victor Kampenaerts qui à 3-4 km de l'arrivée arrive à étirer tout le peloton, je pense que tout simplement Ricard est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il était l'année passée, donc du coup Van Der Poel va peut-être s'employer un petit peu plus tôt. Quand on voit Girmay, il a un train, pour moi c'est le meilleur train à l'heure actuelle, c'est Intermarché, puisque Hugo Page, Lorenz Rex, Gerben Thijssen, on voit Mike Tennyson, tous autour de Girmay, et ils sont là vraiment dans la finale. Christophe qui a son train, avec Warren Schold, avec Rasmus Tiller, c'est quand même des trains de très très haut niveau. Ackermann est là aussi avec Jake Stewart. Si on regarde, qui était aussi très fort sur l'étape des chemins blancs. Tout à fait. Et quand on regarde, finalement, ça fait quand même beaucoup de monde pour très peu de place, et je pense que l'année passée, ils étaient tellement forts qu'ils pouvaient étirer le peloton. Cette année, ce n'est plus le cas. Et je pense que cette année, ils sont dans la boule, comme tout le monde. Il y avait les Trek qui étaient là avec Gibbons, avec Stuyven pour Mats Pedersen. Aujourd'hui, il y a 2 jours, c'était Gibbons qui a sprinté. Mais au final, ils sont toujours là. Ils font toujours le même effort. Donc pour moi, non. Je pense que le niveau de Philipsen, peut-être un petit peu en dessous. Le niveau d'Alpecin et peut-être quelques pourcentages en dessous, mais en tout cas le niveau global du peloton pour moi est plus haut, et puis même quand on voit l'équipe Astana, l'air de rien, Morkov qui a été connu pour toute sa carrière comme un des meilleurs poissons pilotes, Keesbol qui est aussi un coureur qui sait rouler très très fort, et puis quand on a des coureurs comme Lutsenko, quand on a des coureurs comme Ballerini qui roulent, je peux comprendre quand même que ça y va. Ouais, puis il y a aussi la spirale positive, hein. Je pense que quand tu gagnes une fois sur le tour avec un train qui marche, voilà, là ça marche pas. On voit des équipes comme Intermarché qui ont gagné une fois, qui regagnent une deuxième fois. Hier, j'ai bien cru que Lutsenko allait peut-être réussir à partir et que Astana, qu'on voit quasi pas depuis le début de saison, allait gagner 2 étapes. Donc je pense que la spirale positive, ça joue beaucoup. Voilà, je pense qu'on a assez parlé des 2 étapes. Je voulais quand même te poser une question. Quel est ton bilan si tu devrais mettre un mot pour décrire cette première semaine de Tour de France? Moi, c'est incroyable. Incroyable, pourquoi? Parce que le parcours est splendide cette année, je trouve. Les coureurs font un spectacle monstrueux. Le niveau est super élevé. Je prends un plaisir incroyable. Et hier, encore une fois, merci de mettre des étapes intégrales, parce que en tant que fan de vélo, voir cette formation d'échappée, je vous les avais envoyés sur le groupe de l'équipe, on dirait une course de débutants, une course de juniors. Et c'est ça, c'est pour ça que j'aime le vélo, parce que voir des équipes comme ça, des coureurs si forts, mais courir comme si c'était une kermesse alors que c'est sur le Tour de France, voilà, franchement, chapeau aux coureurs, des grands champions, des très très grands champions, et c'est pour ça que j'adore ce sport, donc merci à eux. Et pour toi? Pour moi, c'est historique, parce que j'ai l'impression qu'à chaque étape, il y a un truc, j'en ai déjà parlé depuis le début, mais Bardet qui gagne pour son dernier tour, avec Frank Vandenbroek pour son premier tour,
Kevin Vauquelin qui offre la première victoire de l'équipe Arkea Samsic sur le Tour. Mark Cavendish qui bat le record de victoire, c'est historique. Girmay, je viens d'en parler, qui a un maillot vert et 2 étapes pour l'équipe Wanty, c'est historique. Donc, Anthony Turgis qui Anthony gagne Turgis. après 7 ans pour l'équipe Total Energy. C'est vraiment, je suis Et qui d'accord a avec sa toi. première étape, pour moi historique seulement. Eh ben super Noah, merci en tout cas. Je pense que vous avez pu voir l'émotion que cette course nous a donnée, alors qu'on est un jour après, alors imaginez-le directement après la course. Enfin franchement, moi c'est un Tour de France, comme tu l'as dit, extraordinaire. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Merci encore, parce qu'on a vraiment été surpris du nombre de vues, du nombre d'abonnés ces derniers jours. Merci, continuez comme ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est à bientôt et à la prochaine. À la prochaine!